Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman. Et aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de Loïc, car il s'agit de la première vidéo des tops et flops de l'année 2023. Alors on a décidé avec Loïc de faire une série de vidéos, donc cette première vidéo, ce sera mon top de l'année. Dans la vidéo suivante, il y aura bien évidemment le top personnel de Loïc. Et enfin, dans la troisième et dernière vidéo de cette série, nous nous réunirons avec Loïc pour vous parler des flops de l'année 2023. Alors pour cette première vidéo, je vais vous présenter mon top personnel. C'est évidemment un top subjectif, c'est mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais n'oubliez pas que ça reste mon avis, on n'aura sûrement pas le même, et vous aurez sûrement un top très différent du mien. Il va donc s'agir d'un top 10, les 10 films que j'ai préférés en 2023, et avec Loïc on s'est imposé comme règle de ne pas faire d'ex-aequo, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un top 10 avec 10 films dedans. De même, on va prendre en compte les films qui ont eu une sortie française en 2023, donc si le film est sorti aux États-Unis mais qu'il n'est pas sorti en France en 2023, eh bien il ne peut pas concourir dans le top. Donc on parle vraiment des films sortis en France en 2023, que ce soit en streaming, les films en VOD ou bien évidemment au cinéma. Et il va s'agir de tout type de films, que ce soit des films de streaming, des films en VOD ou bien évidemment des films de cinéma. Et enfin, je vais éviter de trop spoiler dans cette vidéo, alors raisonnablement, dans la limite du possible, parce que le but c'est de vous inciter à voir les films que je vais vous présenter si vous ne les avez pas encore vus. Donc je vais peut-être révéler quelques petites choses par-ci par-là, même si c'est un spoiler, c'est rien qui va vous gâcher l'expérience du film si vous ne l'avez pas vu. Alors avant de commencer, j'aimerais faire un petit point rapide sur mes statistiques. J'aime bien faire ça tous les ans, noter un petit peu les films que j'ai vus, comment je les ai vus. Ça reflète plutôt bien ma manière de regarder le cinéma, donc j'aime bien faire un petit point statistique tous les ans. Alors cette année, j'ai vu 127 films qui sont sortis en 2023, donc ce sont tous les films qui peuvent concourir dans le top. Alors bien sûr, j'ai vu plus de films si on compte les anciens films que j'ai découverts ou revus, mais là c'est 127 films que j'ai vus et qui sont sortis en France en 2023. Sur ces 127 films, j'en ai vu 24 sur des plateformes de streaming ou en VOD, et j'en ai vu 103 au cinéma, ce qui fait que 81% des films que j'ai vus cette année, c'était au cinéma, contre 19% sur les plateformes de streaming et VOD. Aussi, dans les 127 films que j'ai vus cette année, il y en a 68 qui étaient en VO et 59 qui étaient en VF, ce qui veut dire que 54% des films que j'ai vus étaient en version originale, contre 46% en version française. Et pour finir, j'ai vu 13 séances de cinéma dans une salle IMAX, ce qui représente 10% des films que j'ai vus cette année, et j'ai assisté à 17 avant-premières, ce qui représente 13% des films que j'ai vus cette année. Voilà, je suis plutôt content des statistiques, très heureux de voir que la salle de cinéma évidemment domine largement, et content aussi qu'il y a un équilibre entre les films en VO et en VF. Je trouve que ça permet une plus grande diversité dans ce que je regarde, et je peux autant profiter des performances originales des acteurs que des doublages français de qualité, le plus souvent évidemment. Voilà, le point statistique étant terminé, il est temps maintenant d'enfin parler de mes films préférés de l'année. Alors avant le top 10, je vais vous parler très rapidement bien sûr de 10 autres films avant le top qui n'ont pas pu intégrer le top parce que il n'y a pas de place tout simplement. Donc prenez ça comme des mentions honorables ou un top 20 si vous voulez. Donc 10 films remarquables avant le top 10. Je vais d'abord vous parler de Misanthrope de Damian Szifron. Alors Misanthrope, dès la première scène, en fait, on sent la particularité du film. Ça commence par un tireur qui est posté sur un toit en plein centre-ville et qui fait un massacre avec son sniper. Et donc la scène, elle est chirurgicale, froide, millimétrée. Et par la suite, on va suivre 3 policiers chargés de l'enquête et qui vont essayer de retrouver le tireur. Donc on va suivre en fait les enjeux politiques du FBI en interne, les querelles politiques, la pression de la hiérarchie et la pression médiatique que subissent les enquêteurs. Et le film, il montre aussi la violence et l'extrémisme dans lequel tombent certains Américains, et c'est le cas d'ailleurs de l'antagoniste du film d'ailleurs, qui pointe du doigt des problèmes de la société, sans en avoir les bonnes solutions, mais il soulève quand même quelque chose de très intéressant dans le film. Et en fait, il évoque cette partie de l'Amérique qui est délaissée, mise sur le bord de la route. Mais pas que, ça évoque aussi le sujet des abattoirs et de la surconsommation, et c'est un film qui évoque beaucoup de sujets, et qui les développe et en parle très très bien, je trouve. Et la relation entre les deux personnages principaux, elle est super agréable à suivre, et surtout, le plus important, c'est que les personnages sont consistants. Ça traite de la dépression, de la solitude, du poids de la carrière ou encore même de l'homosexualité. Et au final, dans le film, on suit une enquête policière, mais le film évoque quand même bien d'autres sujets et va bien plus loin qu'une simple enquête policière, c'est pourquoi je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais ensuite vous parler de Gran Turismo de Neil Blomkamp. Alors c'est l'histoire d'un gamer expérimenté sur le jeu de course automobile Gran Turismo, et un jour il va saisir l'opportunité de participer pour de vrai à une compétition de la GT Academy pour devenir peut-être un pilote de Formule 1 professionnel. Et alors à la base, moi je suis pas vraiment fan des films au sujet de l'automobile, comme l'ensemble de la saga Fast and Furious par exemple, ou même Le Mans 66, même si c'est un très bon film. Bon, en général je suis pas fan des films sur l'univers de l'automobile ou de la course automobile, mais là,
les grandes forces de Gran Turismo, eh bien c'est déjà le réalisateur Neil Blomkamp qui m'avait déjà grandement conquis avec le film Chappie, que je vous conseille bien évidemment, c'est un chef-d'œuvre ce film Chappie. Et Neil Blomkamp, même si d'habitude il parasite les codes d'Hollywood dans ses films, ici il va plutôt rentrer dans le moule du blockbuster, et je trouve qu'il a fait un divertissement exemplaire. Le film s'est fait défoncer à sa sortie, et je suis pas d'accord, parce que pour le coup, les scènes de course automobile, c'est calibré au millimètre. Il y a les coupes au bon moment, le rythme des scènes est parfait, et j'étais totalement immergé dans les scènes d'action, ce qui en fait un divertissement, voilà, de haute qualité. Et l'autre force du film, c'est les personnages et leurs acteurs surtout, qui sont super attachants. On a Jimon Unsu, qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie ou même Shazam 2 récemment. Il y a David Harbour, qui joue le shérif dans Stranger Things, et il y a bien évidemment Orlando Bloom. Ai-je besoin de vous dire qui est Orlando Bloom? Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, et j'en passe. Et en fait, ces trois acteurs, au final, c'est des acteurs qui sont plutôt sous-exploités. Et même, j'ai envie de dire, trop souvent sous-exploités, ou en retrait d'Hollywood. C'est le cas d'Orlando Bloom, par exemple, depuis pas mal de temps. Et ça fait super plaisir de les revoir ici. Et donc, Gran Turismo, sans être le film du siècle, bien évidemment, c'était une très bonne surprise de cette année. Je vais ensuite vous parler du film Past Lives de Céline Song. Alors c'est le tout premier film de la réalisatrice Céline Song, et c'est l'histoire de deux Coréens, un garçon et une fille, qui grandissent à Séoul, et qui sont amis d'enfance, voire un peu plus, et un jour la fille et sa famille émigrent sur le continent américain, et elle va continuer sa vie à New York, pendant que le garçon va grandir à Séoul, et en fait le film prend place 20 ans plus tard, où le garçon va essayer de reprendre contact, et il va même rendre visite à son ancien ami à New York, et les deux ils vont parler de ce qui aurait pu se passer entre eux et de ce qui aurait pu se passer aujourd'hui. Et en fait, eh bien ils regrettent. Ils auraient aimé chacun faire leur vie ensemble, et dans ce film, on sent beaucoup le poids du regret, on le sent, il est lourd. Du coup, on a des personnages qui questionnent leur choix de vie. Et donc puisque eux, ils questionnent leur choix de vie, eh bien nous aussi on le fait devant le film. Et ça parle aussi de l'amour qui persiste malgré tout, mais que les chemins qu'on prend peuvent ou non rendre impossible. Et donc naturellement, le film traite aussi de la nostalgie, de ce qui s'est passé quand on était enfant et de ce qu'on a raté, ou de ce qu'on a apprécié aussi, parce que le film a un côté plutôt positif, mais voilà, ça joue avec la nostalgie très habilement, c'est pas outrancier, donc c'est plutôt très agréable. Et voilà, c'est un film magnifique qui m'a beaucoup touché, avec une ambiance poétique, beaucoup de mélancolie, et la fin, bien sûr, sans vous la dévoiler, elle est extrêmement bouleversante. Donc c'était un film très très émouvant, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Je vais vous parler maintenant de Mission Impossible 7, Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, de Christopher McQuarrie. Alors c'est la 7e fois que Tom Cruise doit réaliser l'impossible, et cette fois il doit déjouer les plans d'une intelligence artificielle et faire en sorte qu'elle tombe entre de bonnes mains. Alors Christopher McQuarrie, c'est le réalisateur des 3 derniers Mission Impossible, il est là depuis le 5e, alors il a fait Rogue Nation, il a fait Fallout, et donc pardon, c'est son 3e film de la franchise, et pour moi, il est toujours dans la place, c'est toujours un excellent moment de regarder un Mission Impossible. Alors j'ai une petite préférence pour le précédent film de la saga, donc le Mission Impossible Fallout, mais ce 7e film propose toujours un divertissement de grande qualité, de qualité supérieure je dirais même. C'est du bio, messieurs dames. Ça c'est du film d'action élevé en plein air ça. Et alors par contre moi je comprends pas pourquoi les gens ont été déçus par le film, parce que il a bien bidé au box-office en plus, c'est dommage parce que moi je vois pas ce qu'il a fait de moins bien qu'avant. J'aime toujours autant Tom Cruise et ses cascades, j'aime toujours autant la réalisation de Christopher McQuarrie, j'aime toujours autant les scènes d'action bien lisibles, avec des décors diversifiés et palpables, et on a même un nouveau personnage interprété par Hayley Atwell qui est super attachante et qui même revigore un petit peu l'équipe vieillissante de la saga. Donc non, vraiment moi je vois pas ce qu'il vous faut de plus pour apprécier un tel divertissement, donc c'est pour ça que je tenais à le mentionner avant le top. Je voudrais ensuite vous parler de Yannick, de Quentin Dupieux. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui, je vous le donne en mille, s'appelle Yannick, et un jour, il assiste à une pièce de théâtre, sauf que les comédiens sont pourris, et la pièce, elle est nulle à chier. Et Yannick, à un moment, il va se lever, et il interrompt la représentation, et il dit au comédien qu'il a pas payé pour ça, et tout le monde se moque de son intervention, et il va finir par sortir un pistolet pour se faire entendre. Alors, le réalisateur, Quentin Dupieux, il propose souvent des univers assez loufoques. Il a cette faculté, en fait, en un temps très court de long métrage, à proposer bien plus que certains film de 2 heures. C'est un petit peu la patte du réalisateur, en fait, tous ces films sont très courts. Par contre, là, avec Yannick, on n'est plus dans l'extravagance d'un fumet fait tousser ou dans le délire d'un mandibule, par exemple. 2 films que j'adore, au demeurant, qui sont aussi de Quentin Dupieux, évidemment. Avec Yannick, on est sur un récit très terre à terre. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'on a un film qui a l'air d'être sur une voie narrative toute tracée, et d'un seul coup, l'intervention du personnage de Yannick vient tout chambouler, et cette intervention, elle fait que on ne l'a jamais ce qui se dit ou ce qui se passe dans le film, et le réalisateur, il joue avec les codes, et il arrive à balader
balader le spectateur, et à la fin on a l'impression que le film n'a duré que 30 minutes au lieu d'une heure effective. Et ce qui est le plus réussi évidemment, c'est l'acteur principal, c'est Raphaël Quenard, qui est très en vogue dans le cinéma français en ce moment, et à juste titre, parce qu'il a beaucoup de talent. Et là, il fait la démonstration de tout son talent dans Yannick, et ce qui rend son personnage de Yannick très très attachant, jusqu'à le rendre même bouleversant à la fin du film. Donc moi qui ne suis pas très clément avec le cinéma français d'habitude, pour le coup Yannick est un excellent film français, comme quoi on peut proposer de la qualité en France, et donc je vous le recommande grandement. Je vais ensuite vous parler de John Wick, chapitre 4, de Chad Stahelski. Alors, ai-je besoin de vous résumer les événements de John Wick? On va suivre John Wick, qui essaye de s'émanciper de la grande table, sauf qu'il doit affronter des tueurs à gages, des anciens amis, et comme d'habitude, une horde d'hommes en costard-cravate pour y arriver. Et donc, on est dans la veine de la saga John Wick, hein. Si vous avez vu les précédents, et que vous les avez appréciés, je pense que vous apprécierez ce chapitre 4. Moi, c'est mon cas, donc ça va pas être original, ce que je vais vous dire, mais c'est génial, John Wick. Sur la forme, à mon avis, on est arrivé au bout du perfectionnement qu'avait entamé le deuxième film. Il y a des plans incroyables, je pense à celui du musée, où le directeur du Continental il marche devant des tableaux de plusieurs mètres de haut. La composition, l'échelle, le grandiose, tout est dans ce plan. Il y a aussi la photographie qui est magnifique. À part dans un Denis Villeneuve, je crois que j'ai jamais vu une aussi belle photographie dans un film d'action. Et surtout, il y a une variation de décors, de culture et d'ambiance qui est très plaisante. On passe de l'univers asiatique du début avec la culture japonaise, le combat de sabre, à la mafia russe, pour terminer à Paris et la culture française. Donc on est vraiment sur une grande variation de décors, d'ambiance, et ça permet d'offrir un spectacle visuellement qualitatif. Et le méchant, il est génial aussi. C'est un marquis français interprété par Bill Skarsgård, donc une famille d'acteurs extrêmement talentueux. Et le film fourmille de bonnes idées, comme celle de faire par exemple de Donnie Yen un aveugle. Et c'est un vrai personnage dans le film, il est bien traité. On n'a pas juste pris un acteur asiatique pour faire du karaté, on a pris Donnie Yen et on lui a donné un vrai rôle. Alors pas à la hauteur de son talent, mais un rôle où il y a quelque chose à faire. Pas comme dans Rogue One ou le Mulan dégueulasse là de Disney. Donnie Yen d'ailleurs, je l'ai pas dit, c'est un acteur que j'adore et qui a réalisé Sakra cette année, dans lequel il a aussi le premier rôle et qui est un super film aussi, je vous le recommande. Enfin voilà, John Wick c'est génial, vous le savez tous. Donc regardez tous les John Wick, ça vaut le coup, et en particulier du coup ce 4e film. Je vais maintenant vous parler de Terrifier 2 de Damien Leone. Alors là l'histoire c'est pas bien compliqué, c'est une entité humanoïde qui s'appelle Art le clown et qui va prendre pour cible une adolescente et son frère, pile au moment d'Halloween, et donc il va y avoir boucherie, il va y avoir du sang. Comment vous dire que ce film est un petit bijou? Moi je vois trop souvent au cinéma des films qui se prétendent horreur entre guillemets, alors qu'ils sont plutôt du côté épouvante, voire ni l'un ni l'autre. Et là Terrifier 2 c'est un véritable film d'horreur dans tous les sens du terme. Il y a du sang partout, il y a des membres arraché, il y a de la peau qui pend, qui brûle, qui se liquéfie, de la cervelle par terre, enfin il y a la totale quoi. Alors vous l'aurez compris, c'est pas à mettre devant n'importe quels yeux, mais si c'est un genre que vous appréciez, le film est d'une générosité en termes d'horreur comme j'en ai rarement vu. Rajoutez à ça que l'antagoniste est super cool, l'actrice qui joue l'adolescente, elle est ultra talentueuse, il y a des idées sur tous les points dans le film, et si vous avez vu le film, le coup des ailes d'ange, c'est du caviar, c'est génial. Et en plus, le comble de tout ça, c'est que j'ai même pas vu le premier film, parce que ça c'est une suite, et du coup j'ai jamais vu le premier film. Mais franchement, c'est vraiment pas nécessaire pour pouvoir aimer celui-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'irai voir le 3e film, Day One, ça sera un film de Noël en plus, donc évidemment j'attends ça avec grande impatience. On est bientôt à la porte du top 10, je vais maintenant vous parler de Perfect Days de Wim Wenders. Alors là, par rapport à Terrifier 2, on change totalement de registre. Dans ce film, on va suivre la routine d'un homme qui s'occupe de l'entretien des toilettes publiques de Tokyo, et on découvre sa vie, ses passions, son quotidien très structuré, jusqu'au jour où son passé va ressurgir et bouleverser sa routine bien établie. Alors la force principale de Perfect Days, c'est son personnage, évidemment, parce que tout est centré autour de lui, tout est axé sur ce personnage, et qui est éminemment touchant. On s'attache beaucoup à lui, c'est un homme calme, qui n'a pas le job de rêve, on va le dire. Mais lui, il est heureux comme ça. Il bâcle pas son job, il le fait sérieusement et consciencieusement. Et le film nous montre une tranche de vie, en fait, donc de sa vie à lui. Et comme le veut ce genre de film où on nous montre la vie d'un personnage, eh bien on finit par s'interroger sur notre propre vie à nous, de spectateurs. Et c'est ça qui est intéressant. Le film est très émouvant, il est poétique. On parle d'un mec qui nettoie des chiottes, mais qui prend un grand plaisir à observer la nature, à lire des livres, à écouter de la musique. En fait, c'est quelqu'un qui cherche la beauté partout où elle surgit dans le quotidien. Et en fait, c'est une belle leçon de vie. Le film va chercher l'essence de la beauté et c'est très appréciable, donc je tenais vraiment à le mentionner avant le top.
Je vais vous parler maintenant de Silent Night de John Woo. Alors c'est l'histoire d'un père de famille qui un jour se retrouve au milieu d'une guerre de gangs et en fait son fils unique, il va se prendre une balle perdue et donc il va mourir devant les yeux de son père. Son père qui du coup va vouloir se venger immédiatement, sauf qu'en fait il va se prendre une balle dans la gorge, ce qui va détruire ses cordes vocales et le rendre muet. Donc il va quand même survivre à cette balle et donc c'est sans une seule parole et avec beaucoup d'entraînement physique qu'il va préparer sa vengeance pour venger son fils. Alors déjà le réalisateur, je l'adore, c'est John Woo. Et en fait, il a fait beaucoup de bons films, voire d'excellents films. D'ailleurs, Volte-Face est un de mes films préférés. Je vous le conseille grandement. Et si vous n'avez pas vu Volte-Face, eh bien, vous avez de la chance parce que vous allez enfin pouvoir découvrir un merveilleux film avec le grand Nicolas Cage, dont je reparlerai tout à l'heure. Et donc, sur Silent Night, eh bien, c'est là tout l'intérêt du film. C'est qu'il n'y a pas de dialogue, ou très très peu. Et donc, c'est un film qui doit se reposer uniquement sur la mise en scène. Et en fait, c'est l'application la plus pure de la règle maîtresse du cinéma qu'on rabâche tout le temps, c'est qu'il faut montrer au lieu de dire. Et en fait, c'est pas un vulgaire film d'action comme on en a eu pléthore depuis des années. Le film, il arrive à faire ressentir des émotions. Et c'est compliqué de faire ressentir des émotions sans un seul dialogue. Alors je savais qu'avec John Woo, il y aurait pas de problème sur la mise en scène de l'action, sur les chorégraphies de combat. Par contre, j'avais la petite appréhension de ne pas avoir d'émotion et que ce soit ce qui manque au film. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. Le film est un peu touchant par moments. Donc pour moi, c'est la réussite sur tous les tableaux. Alors c'est dommage par contre qu'on n'ait pas eu l'occasion de le voir au cinéma. Il n'est dispo que sur Amazon Prime. Donc foncez quand même le voir parce que c'est un film de grande qualité. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu le voir au cinéma. Je pense qu'on aurait eu une expérience bien meilleure au cinéma. Mais allez quand même le voir sur Amazon Prime, c'est un excellent film. Alors ça y est, on arrive bientôt au top 10 de l'année, mais dernière petite recommandation avant le top, j'aimerais vous parler de Infinity Pool de Brandon Cronenberg. Alors Brandon, c'est le fils de David Cronenberg, qui a réalisé notamment Scanners, La Mouche ou encore A History of Violence, et donc il va suivre les traces de son père pour notre plus grand plaisir. Donc Infinity Pool, malheureusement, il échoue à la porte du top. J'aurais bien aimé le mettre dedans, mais bon, il n'y avait pas assez de place. Alors ça parle de quoi Infinity Pool? C'est l'histoire d'un jeune couple riche et amoureux qui va passer des vacances dans un pays fictif, et pendant leurs vacances, ils vont rencontrer un autre couple avec qui ils sympathisent et ils deviennent amis. Et un soir, ils rentrent à leur hôtel et ils renversent un mec sur la route et le mec va mourir sur le coup. Mais le problème, c'est que dans ce pays fictif, si on tue quelqu'un, c'est la peine de mort directe, même si on est un touriste. Et c'est là que la science-fiction intervient dans le récit parce que les autorités vont proposer au personnage principal de se cloner pour qu'en fait ce soit le clone qui exécute la sentence mortelle et pas lui. Et le couple d'amis, eux, ils ont déjà fait ça plusieurs fois, alors ils poussent le personnage principal à faire pareil. Donc le personnage principal, il va être libéré en échange d'une grosse somme d'argent et il va pouvoir continuer à faire des conneries avec ses amis. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils vont commettre plein d'exactions et à chaque fois ils vont se faire cloner et ils vont faire tuer le clone à leur place. Et le film, au-delà d'être techniquement et esthétiquement maîtrisé et créatif, il pose pas mal de questions intéressantes. À un moment, on en vient même à se demander, comme le personnage principal d'ailleurs, mais mon clone là qui vient de mourir, est-ce que c'est vraiment mon clone? Est-ce que je suis toujours la version originale ou est-ce que je suis réellement mort et en fait je ne suis que la version clonée de moi-même? Suis-je toujours moi-même? Et même suis-je toujours l'humain que j'étais avant dans la tête et dans le corps? Donc voilà, c'est un film qui propose une vraie réflexion, qui met en avant des acteurs formidables comme Alexander Skarsgård, je parlais de Bill Skarsgård tout à l'heure dans John Wick, c'est vraiment une famille d'acteurs formidables. Dans Infinity Pool, on a aussi Mia Goth qui est la révélation de l'année pour moi, j'aurai le plaisir de reparler d'elle tout à l'heure. Et le film Infinity Pool, par contre, il est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des scènes gore, il y a des scènes psychédéliques, perturbantes. Par contre, si vous voulez voir un film aux propos existentiels intéressants, quelque chose de vraiment singulier par rapport aux autres films de l'époque, il faut évidemment foncer sur ce film. Pour moi, Brandon Cronenberg, il marche dans les pas de son père de très bonne manière et je pense qu'il va finir par égaler, si ce n'est déjà fait, le talent de son père. Je vais bien évidemment suivre ses prochains films avec grand intérêt et je vous recommande en attendant d'aller voir Infinity Pool, c'est un excellent film. Eh bien, messieurs, dames, ça y est, nous sommes arrivés à mon top 10 de l'année 2023 et sans plus attendre, je vais vous présenter la 10e position du top. Numéro 10. You know, fame can come with some less desirable side effects. You should be prepared for that. Maybe we should cool this thing off. What? What do you mean? It's embarrassing. Which part? I guess I'll see you in my dreams. Yeah. Of course not. Dream Scenario de Christopher Borgli. Dream Scenario is a masterpiece.
Alors, Dream Scenario, c'est l'histoire d'un professeur d'université qui est interprété par Nicolas Cage, et un jour, il va se rendre compte que des milliers, voire des millions de personnes ont rêvé de lui pendant la nuit. Et donc, suite à ça, il va être propulsé au rang de célébrité et devenir un phénomène médiatique. Alors, c'est un film qui parle évidemment de la célébrité, comment on acquiert de la notoriété, et de ce qui peut arriver de bien quand tu es une personne célèbre, mais aussi et surtout des dangers que ça peut engendrer. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le message très actuel sur la cancel culture, et aussi le tribunal médiatique. Donc c'est un film dans un sens qui laisse pas beaucoup d'espoir sur la société telle qu'elle est, et telle qu'elle est en train d'évoluer, sur l'utilisation des réseaux sociaux par exemple, ou sur l'existence de la télé-réalité. Et donc c'est un film qui fait un commentaire assez acerbe sur toutes ces choses-là, et c'est un aspect évidemment que j'ai beaucoup aimé, parce que les critiques, je les partage aussi, et c'était quelque chose de très intéressant dans la manière dont le film l'a fait. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un peu de fantastique dans le film. Et même si je m'attendais dans un sens à ce que ce soit un peu plus présent, un peu plus omnipotent dans le film, je suis quand même pas déçu du tout de la manière dont c'est utilisé. L'aspect fantastique en fait dans le film, c'est que Nicolas Cage, donc, il apparaît dans les rêves des gens, et quand il est dans leurs rêves, il est totalement inactif, il est planté là à rien faire, et il regarde les gens. Et donc le fantastique, il sert à faire une belle métaphore du personnage, parce qu'en fait le personnage de Nicolas Cage dans sa vie de tous les jours, il fait rien non plus, c'est un personnage qui n'a rien à raconter, qui fait rien de sa vie, il a pas de grande passion ou de grands rêves. Donc le fantastique en fait, il est pas juste là pour faire joli, pour dire j'ai du fantastique dans mon film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film c'est une comédie au début, c'est assez drôle comme film. Et en fait il aurait pu être que ça aurait pu être qu'une vulgaire comédie, et pourtant il touche à plein d'autres registres comme l'épouvante ou le drame par exemple, et c'est ce qui fait de lui un film assez riche, avec plusieurs genres, plusieurs séquences qui changent de genre au fur et à mesure. Et bien sûr, il faut parler de Nicolas Cage. C'est réellement un de mes acteurs préférés, et je suis scandalisé qu'il ne soit même pas ne serait-ce que nommé aux Oscars cette année pour son rôle dans Dream Scenario, et c'est vraiment un immense scandale, parce que vraiment j'adore cet acteur dans pratiquement tout ce qu'il fait, et là la manière avec laquelle il joue ce gars random là, le mec qui est planté là dans le rêve des gens, on le voit bien dans le film. C'est un acteur qui maîtrise énormément de registres différents. Il y a des scènes où les personnages sont dans des moments de gêne intense, et c'est difficile à jouer correctement la gêne, on s'en rend pas compte, mais faire ressentir de la gêne au spectateur, c'est pas facile, et Nicolas Cage, il y arrive parfaitement évidemment. Et le grand avantage de Nicolas Cage, c'est qu'il fait pas du Nicolas Cage, ou alors à de rares exceptions, mais il arrive en fait à s'effacer derrière son personnage. Et ça, c'est très appréciable, et c'est la marque de grands acteurs. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que, au regard de la carrière de Nicolas Cage actuellement, en fait, le film Dream Scenario, il a un discours assez méta aussi avec son personnage, parce qu'en fait, on parle d'un mec qui devient célèbre, presque dans le monde entier, et qui atteint les sommets de la célébrité, et en fait, sans trop spoiler, à la fin, il finit par vendre son bouquin dans une petite salle, au fin fond d'une boutique, dans une pièce toute petite, et en fait, cette situation du personnage, elle fait pas mal écho à la carrière de Nicolas Cage. Il avait une carrière flamboyante, il a atteint des sommets avec l'Oscar du meilleur acteur, et à la fin, il a fini par enchaîner les petits films, les films fauchés en VOD, et donc, la carrière de Nicolas Cage est un petit peu à l'image du personnage, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un aspect méta qui n'était peut-être pas voulu, ou alors c'était totalement voulu, j'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et dans les autres thématiques du film, on pourrait dire aussi que ça parle un petit peu des industriels, comment ils essayent de vendre des phénomènes ou des produits, donc en fait de la publicité, tout simplement. Et alors même qu'on est dans une année 2023 où je déplore l'existence de films comme Super Mario Bros, ou alors même Barbie, qui sont en fait que de longues publicités déguisées avant d'être des films, je suis content de voir un film comme Dream Scenario qui va souligner cet aspect et mettre en avant les mécanismes qui sont utilisés par les industriels, et donc ici par les producteurs de cinéma qui veulent nous vendre de la publicité et comment ils vont essayer de nous la vendre. Donc voilà, Dream Scenario, c'est un film aux multiples discours avec un acteur extrêmement talentueux et que je suis très heureux d'avoir vu parce que c'est vraiment un grand film, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait intégrer ce top et qu'il est en 10e position et qu'il trône fièrement à cette position là, et je vous conseille bien évidemment d'aller le voir. Ruez-vous sur ce film si vous ne l'avez pas vu. Il est temps de passer au film suivant. Numéro 9. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? The Fabelmans de Steven Spielberg.
Alors bien évidemment, Steven Spielberg, bon, est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? C'est le réalisateur de La Guerre des Mondes, qui est mon film préféré de Steven Spielberg d'ailleurs, de la saga Indiana Jones, jusqu'au 4, de AI, Intelligence Artificielle, de E.T., de Jurassic Park, enfin voilà, c'est un grand réalisateur, ne serait-ce pas même le meilleur, c'est pas trop le moment pour en discuter, mais peut-être un jour. Et donc cette année, en 2023, il est revenu avec le film The Fabelmans. C'est un film qui est inspiré de la jeunesse de Steven Spielberg, donc qui s'appelle dans le film Sammy Fabelman, et en fait on va suivre son enfance et son adolescence, ses problèmes familiaux et surtout comment il est tombé amoureux du cinéma et comment il est devenu cet adolescent qui a réalisé Duel et Les Dents de la Mer. Alors The Fabelmans, ça commence quand les parents de Spielberg l'emmènent voir son premier film au cinéma, et ce film c'est Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. 2000, et alors que le jeune Spielberg est dans la salle, on le voit tomber amoureux du cinéma, être émerveillé des images qu'il a vues, et il est accompagné de ses parents, de sa mère qui est jouée par Michelle Williams, qu'on a vu notamment dans Le Monde Fantastique d'Oz, qui est un film que j'aime beaucoup, elle jouait Glinda, on l'a vu aussi dans Shutter Island, et le jeune Sammy Fabelman est aussi accompagné de son père, qui est interprété par Paul Dano, qu'on a vu dans Swiss Army Man, ou alors plus récemment dans The Batman, et Paul Dano, du coup, le père de Spielberg dans le film, il m'a particulièrement touché, j'ai trouvé fantastique, et même en fait, les deux parents, ils sont très intéressants dans le film. En fait, ils représentent tous les deux un aspect du cinéma, parce que le père, c'est un scientifique rationnel, qui va parler à son fils de la technique du cinéma, et la mère, elle, c'est une artiste, qui va parler à son fils du côté poétique du cinéma, de la magie artistique que permet de créer la technique. Et donc on pourrait se dire, voilà, c'est un film, une sorte de biopic sur Steven Spielberg, un petit peu revisité. On pourrait se dire que le film, il va enchaîner les scènes de biopic, et en fait, pas du tout. C'est pas juste un film qui va relater la vie de Steven Spielberg. Non, là en fait, il s'agit de faire du cinéma. Le film fait du cinéma en parlant de cinéma. Et je vais prendre comme exemple une scène qui m'a beaucoup marqué. En fait, on est avec Sammy dans sa chambre, et sa mère va rentrer dans la pièce, et elle lui demande ce qui ne va pas, parce que visiblement, Sammy, il est distant, il est un petit peu songeur, et il a visiblement des reproches à faire à sa mère. Mais en fait, au lieu de lui reprocher les choses avec du dialogue en chant contre chant, comme d'habitude en fait dans ce genre de film, il va demander à sa mère en fait de s'enfermer dans le placard pour essayer de reproduire la pièce sombre de la salle de cinéma, et en fait il va allumer son projecteur, sa caméra, et il projette un montage à sa mère, donc une sorte de petit film, et ces images elles vont faire apparaître ce qui pose problème à Spielberg, et en fait sa mère en regardant les images, elle va prendre conscience au fur et à mesure de la projection, et sans un seul mot, pourquoi son fils il réagit comme ça. Et ça en fait une scène extrêmement poignante, parce que c'est par le cinéma et sa caméra que Spielberg il révèle ce qu'il préoccupe, et pas avec du dialogue. Il se sert du cinéma comme arme pour affronter la vie, et c'est super intéressant. Et dans le même genre, on a un moment dans le film où il y a un problème avec un camarade de l'école, et Spielberg en fait, au lieu de se battre avec ses poings, il va se servir de sa caméra, et il se sert du cinéma pour atteindre son adversaire, au lieu de se servir de ses poings ou de la force physique. Donc voilà, en fait, il prend le cinéma et sa caméra comme une arme pour affronter tout ce qui lui pose problème dans la vie. Alors on sait pas s'il a vraiment fait ça dans sa vie, apparemment il l'aurait bien fait, mais ce sera un petit peu exagéré ou un petit peu modifié, mais quoi qu'il en soit, ça envoie un très bon message aux spectateurs, et surtout quand on est fan de cinéma. Une scène qui est géniale aussi dans le film, c'est sa rencontre avec le réalisateur célèbre à la fin du film, que je ne spoilerai pas, et qui en fait va lui apprendre une leçon de cinéma rapide que le Spielberg âgé, qui est derrière la caméra du film The Fabelmans, il nous montre qu'il l'applique encore aujourd'hui, cette leçon que lui avait donnée ce réalisateur, et ça il nous le dit avec le dernier plan du film, où il va recadrer rapidement en fait son image, en appliquant du coup la leçon qu'il vient d'apprendre dans le film. Donc en fait, le film a plein de reprises comme ça, il est super intelligent, et il est parfaitement exécuté en fait dans l'ensemble des scènes. Et à plusieurs reprises, on voit comment la caméra fonctionne, la projection, la pellicule, on voit l'artillerie se mettre en place de nombreuses fois dans le film, et donc en fait, on sent que c'est un film de passionné, on voit un film passionné par un passionné, et moi, voir un passionné, ça me passionne, surtout quand c'est la même passion que moi, donc c'est un film qui m'a beaucoup touché. C'est un film tendre, un film paisible, conciliant, et ça fait plaisir de voir ça au cinéma, surtout quand c'est fait par un grand réalisateur qui nous parle de lui-même, et en fait, il n'y a pas besoin de bien plus. Donc je vous recommande grandement The Fabelmans, qui est un très très grand film de Spielberg, et un des meilleurs films de l'année, c'est pourquoi il est en 9e position. Nous allons passer au film suivant. Numéro 8. 私の世界まだ道半ばだよ。母さん。真人、私の仕事を継いでくれぬか。Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki.
Alors, Hayao Miyazaki, c'est le réalisateur du Château dans le ciel, de Mon voisin Totoro, de Princesse Mononoke, du Voyage de Chihiro, et son dernier film, c'était Le vent se lève, en 2013, et il était jusque-là en retraite, et il a décidé de revenir avec ce film, Le garçon et le héron, pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Alors, pour ce film, je vais passer un peu vite dessus. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, où on vous explique avec Loïc pourquoi on a adoré le film, donc je vous renvoie naturellement vers cette vidéo, qui sera beaucoup plus détaillée sur mon avis sur le film. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez plus de précision, mais pour résumer rapidement mon avis, je dirais que Le garçon et le héron, c'est devenu rapidement un des piliers de Miyazaki. Je pense que c'est un des plus grands films de Miyazaki. J'ai adoré l'univers du film, son propos, les thèmes qu'il aborde, les concepts qu'il propose, et particulièrement sur la fin du film d'ailleurs. J'ai bien aimé la direction dans laquelle le film va, et l'ampleur que prend l'histoire, mais bon, ça nécessite évidemment spoilers pour vous expliquer en détail pourquoi j'ai aimé cette fin du film. C'est pourquoi la vidéo qu'on a faite est toute trouvée pour vous l'expliquer, et aussi visuellement, Le garçon et le héron, y a rien à redire. Je milite quotidiennement pour que ce genre d'animation traditionnelle soit plus répandu aujourd'hui, parce que je trouve profondément qu'elle a rien à envier à la 3D. Donc voilà, pour moi, Le garçon et le héron, c'est déjà un grand monument de Miyazaki. Alors même si c'est pas le meilleur film d'animation de l'année pour moi, vous allez voir dans la suite du top, mais en tout cas c'est un film qui va beaucoup me rester en tête pendant longtemps et qui m'a beaucoup marqué, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top. Ça m'a bouleversé à de nombreux moments, et vraiment c'était une des meilleures expériences que j'ai vues en 2023, donc naturellement je vous recommande d'aller voir le film, et je vous redirige vers la vidéo en question disponible sur la chaîne pour plus de précision. Passons maintenant au film suivant. Numéro 7. The Creator de Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est le réalisateur du film Monsters, sorti en 2010, du film Godzilla de 2014, ou encore de Rogue One, le spin-off de Star Wars, sorti en 2016. Alors, The Creator, ça raconte l'histoire d'un soldat américain, dans un futur proche, qui est envoyé en Nouvelle-Asie pour mener une guerre contre l'intelligence artificielle. Et de ce qu'on lui a dit, en fait, les ennemis auraient mis la main sur une arme décisive pour l'issue du conflit. Alors ce film, c'est une véritable anomalie dans le paysage des blockbusters. Le film a un scénario très référencé, mais incroyablement original, et qui a un budget de seulement 78 millions de dollars, et c'est triste de dire ça, parce que la majorité des blockbusters d'aujourd'hui, ils se ressemblent beaucoup, et ils coûtent dans les 200 millions de dollars, voire plus pour certains, je pense à The Marvels. Donc en fait, je ne comprends pas comment ce film peut exister, mais je suis bien évidemment extrêmement content qu'il existe, parce que je l'aime d'amour. Pour moi, ce film, c'est exactement ce que j'aimerais voir quand je vais voir un blockbuster au cinéma. Déjà, pour commencer, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a beaucoup de séquences qui sont tournées en décor réel. Je pense notamment aux séquences sur la plage ou dans les villages, et globalement beaucoup de séquences sont en extérieur. C'est pas du studio, c'est du vrai, c'est du dur, et ça fait du bien parce que ça rend l'univers d'autant plus tangible. Il y a des séquences tournées en studio, bien sûr, il y a du CGI, même s'il y a du CGI, c'est pas grave parce que les effets visuels ils sont invisibles, parce qu'il y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a, ils ont eu le temps d'être peaufinés, d'être soigneusement incrustés et d'être véritablement photoréalistes. Donc visuellement en fait, que ce soit au niveau des décors, des CGI ou même de la photographie, le film est visuellement impeccable. Toujours visuellement, on retrouve aussi dans le film le travail toujours impressionnant de Gareth Edwards, le réalisateur, sur le gigantisme. Dans son précédent film, Rogue One déjà, il y a des plans sur l'étoile noire ou les Star Destroyers qui donnaient vraiment l'impression de voir des engins démesurément immenses, et c'était une des meilleures qualités de Rogue One. On sentait que cet univers il était grand, et là sur The Creator c'est pareil. Le fameux vaisseau qui émet de la lumière bleue sur la Terre dans le film, il est toujours trop grand pour le cadre. Il dépasse, il est toujours plus grand que tous les autres éléments de décor qu'on voit. Il dépasse du cadre, il est immense. Et Gareth Edwards, ça, il sait y faire avec le gigantisme, et il sait aussi y faire pour rendre les univers tangibles. Là par exemple dans The Creator, il a créé une diégèse à son univers. Il nous l'expose par petites bribes ou juste un plan rapide, mais ce sont toujours des éléments qui donnent de la consistance et de la crédibilité à cet univers. Et ça c'est extrêmement plaisant parce que les personnages n'évoluent pas dans du vent, ils évoluent pas dans un univers qui est factice, qu'on sait très bien qu'il n'existe pas. Là l'univers il est habité, il y a des gens, il est riche, il est diversifié. Et en parlant des personnages, ils sont super attachants. D'ailleurs le personnage joué par John David Washington, donc le personnage
principal, il se rapproche beaucoup dans son écriture du héros de mon film préféré, qui est Jake Sully dans Avatar. En fait, les deux, ce sont des soldats de l'armée américaine qui suivent aveuglément les ordres jusqu'au jour où ils vont s'émanciper et tracer leur propre route. Ils vont arrêter soudainement d'être endoctrinés et ils vont voir les choses de leur propre point de vue et penser par eux-mêmes. Et j'ai beaucoup de mal avec l'acteur John David Washington habituellement parce que je trouve que c'est un acteur qui dégage pas grand-chose en termes d'émotion. Le pire, c'est dans le film Tenet. Le gars, c'est une brique. Il nous fait rien ressentir. Le gars, il est là sans être là. Mais là, dans The Creator, eh ben, il arrive à mobiliser un peu plus d'émotion et de créer un minimum d'empathie pour son personnage. Donc là, cette fois, bah, il est très appréciable et j'ai beaucoup aimé son rôle dans le film. Sans parler de la petite gamine, du coup, avec qui il traverse le film, qui n'est pas de l'ordre des acteurs connus, mais qui est très attachante aussi et qui délivre une performance tout à fait acceptable. Et en dehors des personnages, eh ben, ce que j'aime le plus dans le film, c'est que c'est de la science-fiction. En fait, la science-fiction, bah, c'est mon genre préféré. J'adore les thèmes que la SF permet d'aborder. Et là, dans ce film, bah, c'est des thèmes du genre, est-ce que la machine ne serait pas plus humaine que l'humain? Il y a aussi la recherche du créateur, donc bah, c'est dans le titre, hein, The Creator. C'est la quête du film, et le film joue beaucoup avec cette question de créateur, de Dieu. Par exemple, à la fin du film, les personnages, ils sont dans un grand vaisseau qui flotte dans les nuages, et dans ce vaisseau, bah, les personnages, ils évoluent à un moment dans un champ artificiel. Et donc, bah, les personnages, et notamment le fameux créateur, Dieu des intelligences artificielles, et ben en fait, ils sont dans un jardin d'Éden. Et leur sorte de progéniture, leur création, elle va descendre sur Terre pour mener le peuple vers la Terre promise. Donc le récit biblique, il est pas très loin, mais loin d'être hors de propos vu le sujet du film. Et dans les thèmes de SF que j'aime bien aussi, il y a le transhumanisme. Par exemple, à un moment, il y a un personnage qui meurt, et en fait, dans ce monde-là, bah, ils ont une technologie qui permet de réanimer une personne dans un autre corps pendant quelques secondes. Et c'est une scène formidable, c'est quelque chose de très perturbant qui me fait me poser personnellement beaucoup de questions. Parce qu'à un moment, il y a un personnage qui va être réanimé dans un corps qui est juste à côté du sien, parce qu'en fait, lui, il vient de mourir. Donc il tourne la tête, il se rend compte qu'il est mort, et il va bientôt mourir à nouveau 30 secondes après. Et rien que d'imaginer ce qui se passe dans sa tête, bah, c'est assez perturbant. Et moi, j'adore quand un film pose ce genre de questions, ou quand un film propose ce genre de concept. C'est un pur concept de SF, en fait. Et il y a une idée de design et de concept de génie dans le film. C'est sur certaines intelligences artificielles, bah, pour expliciter visuellement que ce sont des machines qui n'ont pas de cerveau, au sens biologique du terme, et ben il y a un trou cylindrique dans la tête, à l'endroit où un corps biologique ne pourrait pas en avoir. Et c'est le cas d'ailleurs de l'enfant que l'on voit sur l'affiche notamment, et pour le coup, bah, c'est le genre de design que j'ai jamais vu ailleurs, et qui rend le film très singulier et extrêmement inventif. Et puis c'est sans parler aussi de la fin du film, qui est fantastique, elle est exaltante. Et la musique à ce moment-là, bah, c'est le meilleur morceau de bande originale de l'année pour moi, et de très loin d'ailleurs. Ça m'a beaucoup rappelé la fin de Alita Battle Angel, sans dévoiler la fin de l'un et l'autre, mais c'est quelque chose qui exalte le spectateur et qui le laisse vraiment sur un goût de trop peu en fait. On a envie d'en voir plus sur cet univers-là. Et pour finir sur The Creator, je finirai par un petit coup de gueule, alors pas à l'encontre du film évidemment, mais en fait j'en ai plus qu'assez que Disney, qui distribue le film parce que c'est 20th Century Studios, donc qui est la propriété de Disney désormais, et j'en ai plus qu'assez que Disney ne fasse plus la promotion de ce genre de film. Parce que oui, The Creator, bah, malgré qu'il soit un film Disney, et bah, la promotion a été catastrophique. Et ça m'énerve parce qu'en fait ils font volontairement l'impasse sur la promotion et sur le marketing d'un The Creator ou d'un West Side Story de Spielberg par exemple, pour que ces films en fait bah, ils se plantent au box-office, alors qu'à côté bah, ils dépensent des sommes astronomiques sur la promotion des films Marvel et Star Wars, parce que bah, comme ça ils peuvent justifier auprès des spectateurs de faire encore et toujours des suites et des films issus de grandes licences. Bah oui, vous comprenez, hein, pour survivre on est obligé de faire des suites, des films de franchise, parce que les films originaux, bah regardez, vous avez vu, ça se plante au box-office. Voilà, ce genre de comportement, c'est insupportable, ils font exprès, c'est cynique et ça m'énerve, et c'est en partie à cause de ce genre de comportement qu'on n'a plus de films comme The Creator au cinéma. Et moi j'aimerais qu'on ait tout le temps des films comme The Creator au cinéma. C'est vraiment un film formidable que j'ai beaucoup aimé. Bon, malheureusement il y avait 6 autres films formidables, donc il n'est que numéro 7, donc je vous recommande grandement The Creator, foncez le voir, c'est un film formidable. Passons au film suivant. Numéro 6. あなたは怖くはないのか? ソーダさんのいない世界が私は怖いです。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。 Suzume de Makoto Shinkai. Alors Makoto Shinkai, c'est le réalisateur de Your Name, sorti en 2016, et des Enfants du Temps, sorti un petit peu après, en 2019. Et donc là, il revient avec Suzume. C'est l'histoire de Suzume, qui rencontre un jour un mystérieux jeune homme, et ce jeune homme, bah, il va l'entraîner dans un périple qui consiste à fermer à double tour des portes qui laissent s'échapper un grand mal qui s'apprête à ravager le pays. Et donc oui, hein, bah, j'ai eu l'alarme à l'œil à cause d'une chaise qui parle. Oui, c'est le niveau du film, ouais. Donc Suzume, ça vient former une sorte de triptyque avec Your Name et les Enfants du Temps. On retrouve beaucoup de
similarité en fait entre les trois films. Donc il y a la question du temps qui est très présente. C'est aussi dans les trois l'histoire d'un amour impossible ou alors un amour compliqué. Et dans ces trois films, les héros, ils doivent affronter des événements bien plus grands qu'eux en fait. C'est des catastrophes naturelles. Tous ces personnages, à chaque fois, ils doivent essayer de se retrouver au milieu de cette catastrophe. Et ça parle bien évidemment du rapport entre des adolescents qui tombent amoureux. Et le réalisateur, Makoto Shinkai, il traite beaucoup de ce genre de sujet, notamment des catastrophes qui frappent le Japon dans ses films. Et ici, dans Suzume, c'est le tremblement de terre. Et les héros, ils doivent essayer de déjouer des grands tremblements de terre qui vont frapper le Japon. Et pour revenir du coup sur les précédents films de Makoto Shinkai, Your Name, c'est un de mes films préférés. Il est dans le top 5 de mes films préférés ever. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui vous explique pourquoi ce film est un chef-d'œuvre. Je l'ai faite avec passion pour vous expliquer pourquoi ce film est si important. Et donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Your Name quand vous aurez un petit peu de temps. Et en ce qui concerne Les Enfants du Temps, du coup, le film qui est arrivé après Your Name, j'avais été un petit peu déçu parce que je trouvais qu'il y avait un peu moins à proposer musicalement et thématiquement que Your Name. Et les personnages du film, ils étaient un peu moins attachants, je trouve, même si ça reste un super film, tout de même. Donc voilà, Your Name, Les Enfants du Temps, on est clairement sur du bon cru. Et donc là, j'ai été voir le film Suzume avec Loïc, on est rentré dans la salle et le film est tellement intense, rien que dans ses premières minutes, qu'au bout de 10 minutes, quand le titre du film apparaît, et là je me suis tourné vers Loïc, je l'ai regardé et j'ai fait ouf, d'accord, c'est ça qu'on va se taper pendant 2 heures. Et voilà, le début annonce la couleur. Dès les 10 premières minutes, en fait, le film m'avait déjà conquis, parce que le début, il m'a montré toute la maestria qu'il pouvait atteindre. Et bien évidemment, vous vous en doutez s'il est à cette place-là, c'est que par la suite, le film ne m'a jamais déçu. Donc le film, comme ses prédécesseurs, c'est de l'animation 2D, donc c'est du dessin animé, du dessin à la main, mais il y a aussi beaucoup de CGI, il y a pas mal de 3D dans les décors, et aussi dans les scènes où il y a des catastrophes notamment, et donc les deux techniques d'animation sont mélangées, et ça donne un résultat formidable, c'est une sorte de film hybride, et on a atteint une sorte de perfection technique d'animation, et ça sert à 100% l'animation, parce que avec ces deux techniques, la caméra, elle peut faire pratiquement tout ce qu'elle veut, et ça rend possible une mise en scène qui renforce grandement l'intensité des scènes d'action, notamment les scènes où les personnages, ils doivent fermer les portes. Vous le savez très bien, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, et le mariage entre la 2D et la 3D au niveau de la technique, ça fait écho à ce dont le film traite, c'est-à-dire le rapport entre urbanité et ruralité. Les deux sont toujours à la fois en opposition et en adéquation, notamment au sein des décors qui opposent et marient les deux. Donc dans ce que le film raconte et dans ce que le film montre, Makoto Shinkai, il fait se marier deux choses qui s'opposent habituellement. Et ne serait-ce que dans le concept de Suzume, c'est du génie aussi. Cette idée des portes qu'il faut fermer, j'adore, parce que la porte, c'est une ouverture sur le monde, et ça l'est littéralement dans le film. C'est symbolique aussi parce que Suzume dans le film, elle doit apprendre à guérir d'une blessure, d'un événement malheureux, et pour pas trop en dévoiler, elle veut fermer la porte de ce chapitre de sa vie, mais en fait elle doit passer de l'autre côté de la porte pour se réconcilier avec elle-même. Donc en fait c'est infiniment beau et poétique comme scène. Et bien sûr, naturellement il faut parler de la chaise. Cette chaise là, qui n'a pas ou quasiment pas de trait humain, et c'est juste une chaise dans laquelle se trouve l'âme du personnage, il y a même pas d'anthropomorphisme avec cette chaise, alors que d'habitude on peut émouvoir facilement avec des objets ou des animaux quand ils sont anthropomorphisés. Et je pense que on prend pas assez conscience d'à quel point c'est extrêmement difficile au cinéma d'arriver à émouvoir simplement avec une voix et un comportement. Et le film le fait avec brio. La chaise, elle a un design super bien réfléchi et elle est drôle aussi. Il y a pas mal de moments où le film joue avec la condition même de chaise. Et c'est à noter d'ailleurs que la chaise n'a que 3 pieds. Autrement dit, elle est bancale. Tout comme le personnage qui a des failles. Il essaye de réparer des choses. Et c'est symbolisé par la chaise du coup à qui il manque un pied. Donc voilà, je suis bouleversé par Suzume. Pas au point de Your Name bien sûr, mais à un point qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps, parce que c'est les plus grands atouts des films de Makoto Shinkai. C'est que ce sont des films qui arrivent à m'émouvoir à un point que je ne pensais même pas possible en rentrant dans la salle. Et la fin de Suzume, elle est dans la même lignée que pendant tout le film, bouleversante. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, Suzume. Il a toute sa place dans ce top. C'est un film merveilleux. Je vous recommande grandement d'aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Passons au film suivant. Numéro 5. Fly away together. One last time. Into the forever and beautiful sky. We are Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de James Gunn.
Alors James Gunn, c'est notamment le réalisateur de Super qui est sorti en 2010, c'est le réalisateur naturellement des Gardiens de la Galaxie volume 1 en 2014 et volume 2 en 2017, et c'est aussi le réalisateur de The Suicide Squad en 2021 qu'il a fait pour DC Comics Warner. Et j'avais adoré ce Suicide Squad de James Gunn, c'était un de mes films préférés de 2021, et surtout les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, et je vous promets qu'un jour j'expliquerai pourquoi sur cette chaîne, mais je maintiens que c'est un film extraordinaire. Donc vous vous doutez bien que j'attendais avec appréhension ce troisième film, de peur bien sûr qu'il ne soit pas à la hauteur du deuxième film. Alors il n'est pas à sa hauteur, mais il s'en rapproche grandement, donc bien évidemment j'ai adoré ce volume 3. Donc à la fin du deuxième film, eh ben, on voyait les souverains, cette civilisation qui a créé Adam, c'est le cocon qu'on voit dans la scène post-générique du deuxième film, et ce Adam, eh bien il est envoyé pour tuer les Gardiens de la Galaxie, parce qu'ils ont offensé les souverains dans le film précédent, mais en fait on apprend que les souverains, ils ont été créés par le maître de l'évolution, c'est l'antagoniste du film, qui veut en réalité récupérer Rocket par tous les moyens possibles, parce qu'il est aussi son créateur. Et les gardiens vont essayer de l'en empêcher, et vont aussi en apprendre plus sur le passé de Rocket au passage. Et alors, comme d'habitude avec James Gunn, rien que la scène d'introduction, elle donne le ton du film. Là où c'est la fête et bébé Groot il se déhanche sur la bonne musique dans le deuxième film, ici dans le volume 3, l'introduction c'est doux, c'est amer, c'est mélancolique. Les personnages là ils font pas la fête, ils sont pas bien dans leur tête, et on n'est plus là pour rigoler. On sait que James Gunn il adore ses personnages, et c'est ce qui est génial, c'est que chaque personnage, un tant soit peu présent à l'écran, eh bien il a une trajectoire, il a un développement, et James Gunn il laisse personne de côté. Même Kraglin, donc qui est interprété par Sean Gunn, donc c'est son frère à James Gunn, qui a toujours un petit rôle dans les films de James Gunn, et ben même Kraglin, qui n'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler un personnage principal, et ben ici il a un arc touchant, et sa conclusion elle fait plaisir du moment qu'on est un minimum touché par les événements du deuxième film. Et donc ce Gardien de la Galaxie volume 3, eh bien c'est un film d'auteur, il est écrit et réalisé par James Gunn, et on sent vraiment que c'est un film très personnel, on sent plus que jamais la patte de James Gunn, et c'était pas vraiment le cas dans le premier film, qui a beaucoup plus une tête de film de studio. Et après dans le deuxième film, et encore plus dans ce troisième film, c'est plus que jamais un film de James Gunn. On sent qu'il y a des thématiques qui lui sont chères, comme celle du père dans le volume 2. Ici, c'est le traitement et le rapport qu'on a avec les autres espèces vivantes, notamment les animaux, et c'est un film sur la maltraitance animale, qui est un thème frontal. Et c'est étonnant parce que c'est pas le genre de thème qu'on a l'habitude de voir traité dans un blockbuster. Et c'est ce qui fait aussi toute la singularité et la force du film. On va beaucoup plus se concentrer sur Rocket dans ce troisième film, et Rocket, c'est pas mon personnage préféré à la base. Je le trouvais assez relou dans Endgame. Même si j'aimais beaucoup plus son parcours dans Les Gardiens 2, et bien là, il faut avouer que son traitement dans Les Gardiens 3, c'est extraordinairement touchant. On découvre en fait dans le passé de Rocket que le maître de l'évolution, il manipule les espèces vivantes, il manipule la vie, et les compagnons de cellules de Rocket, je m'en suis toujours pas remis. Plus que de la maltraitance animale, en fait, on nous montre la maltraitance de la vie, la manipulation de la vie, des expériences sur les animaux, et ce sont des animaux hybrides qui en fait ne rêvent que de voir le ciel. Et il y a cette réplique, moi, qui me fout les frissons et qui m'a tiré l'alarme pendant le film. C'est ce que dit Rocket, il le dit aussi dans la bande-annonce, c'est cette phrase « Nous nous envolerons tous ensemble à travers l'infinité de ce merveilleux ciel ». Et quand vous entendez cette phrase et que vous avez vu le film, vous saisissez toute la portée émotionnelle de ce que ça veut dire. Et en fait, c'est un film cruel, parce qu'on sait ce qui va se passer avec ces animaux dans leur cage, et ils sont dans l'innocence totale et dans l'ignorance de ce qui va leur arriver et pourquoi ils sont là. Ce sont des êtres mi-animaux, mi-robotiques, qui ont une vie qu'on ne comprend pas, mais qui méritent d'être vécus comme les autres. Et rien que d'imaginer ce qui peut se passer dans leur tête, moi ça m'en fout des frissons d'empathie. Avec ces designs-là, James Gunn il touche au genre du body horror, et il y a des visuels, des designs et des séquences qui sont vraiment très dérangeantes dans le genre. Et ça permet de véhiculer le message qu'il veut nous donner dans ce film, c'est bien sûr que toute vie a le droit d'exister et d'avoir sa chance de pouvoir vivre. Et il y a un plan dans le film qui est révélateur de tout ce que je viens de dire, c'est le plan de la main dans la cage au tout début du film. Donc c'est une main qui entre dans la cage, c'est la main divine, c'est celle du Dieu qui va venir prendre la matière première de sa future création, c'est Dieu qui va prendre une vie et qui va en faire ce qu'il veut. Et du coup à partir de là on pose la question de la limite de la science et des expérimentations que peuvent faire les humains, parce que le méchant il est humanoïde, et James Gunn il nous dit regardez cet homme, il se prend pour un dieu, et c'est pour ça qu'il perd son humanité, qu'il n'est plus humain finalement. Mais cette main là c'est aussi la main de l'auteur, de celui qui nous raconte l'histoire, c'est la main de James Gunn qui nous dit regardez, je prends ce pauvre animal dans sa cage, et moi scénariste je vais vous raconter comment ce petit animal il devient Rocket Raccoon. Et tout ça c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du personnel pour James Gunn, et on le retrouve aussi dans le style du film, il y a quelque chose de très James Gunn. J'ai surtout envie de mentionner le fameux plan séquence dans le climax du film qui est très frénétique, il est même assez gore et super jouissif, et tout le plan il est parfaitement lisible alors que les personnages font des mouvements quand même assez rapides, et la scène elle est parfaitement pensée en amont et elle
elle est réfléchie. Donc le résultat, bah forcément, il est parfait. Les effets spéciaux du film, ils sont finis parce que James Gunn, il n'autorise pas à ce que Disney il change un plan à la dernière minute. Donc il a sûrement pas eu un contrôle créatif total, mais en tout cas, bah, il a su s'imposer suffisamment pour que le film soit le sien et pas n'importe quel autre film de Marvel du tout venant quoi. Et en parlant du coup de James Gunn et de Marvel, bah, ce qui est génial aussi dans Les Gardiens 3, c'est que James Gunn il fait un pied de nez à Disney, il pervertit la machine Marvel avec tous ces films qui se ressemblent et qui n'ont pas d'âme. Et lui, il arrive à pervertir la machine et à insuffler de l'âme dans son film et c'est son film. Et pour moi, James Gunn dans Les Gardiens 3, il parle de lui et de Disney aussi. Disney en fait dans le film, c'est le maître de l'évolution, c'est le méchant du film, quelqu'un qui se croit tout puissant à vouloir atteindre les plus hauts sommets du box-office au détriment de l'artistique, comme le maître de l'évolution en fait qui veut atteindre l'espèce biologique parfaite au détriment de l'éthique. Et Disney, il a créé le James Gunn qu'on connaît aujourd'hui. Sa carrière cinématographique, elle a débuté dans l'horreur avec Horribilis, avant d'être transformé par Disney en réalisateur de blockbusters Marvel. Et ça, c'est comme le maître de l'évolution qui a transformé le raton laveur en Rocket. Et James Gunn, lui, ce qu'il veut, c'est échapper à la formule Marvel. Il veut faire avant tout ses propres films, comme le personnage de Rocket qui veut échapper au maître de l'évolution, qui veut exploiter son potentiel. Et dans la réalité, Disney a fini par virer James Gunn qui est parti chez la concurrence. Et dans Les Gardiens 3, le maître de l'évolution, il veut récupérer Rocket, comme Disney voulait récupérer James Gunn pour refaire Les Gardiens 3. Et au final, Rocket et James Gunn, ils finissent tous les deux par s'émanciper définitivement avec ce troisième film. C'est le film du dernier round, c'est le film de la dernière croisade. C'est une dernière aventure ensemble, quoi. Et pour pousser un peu plus loin la comparaison que j'étais en train de faire, quand Rocket, il voit tous les animaux en cage et il décide de les libérer, moi, j'y vois James Gunn qui a réussi à s'extirper de la cage de réalisateur de films Marvel et qui est en train de dire aux autres réalisateurs, vous aussi, sortez des cages et de l'étouffement créatif qu'impose Marvel aux réalisateurs. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais il y a vraiment quelque chose de méta dans ce film, et James Gunn, il parle de lui et de ce qu'il a vécu à travers ses personnages, et surtout à travers Rocket, je pense. Et dans tout ce que je viens de dire, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, c'est indéniable qu'on ne voit ça nulle part ailleurs dans le MCU. Les films Marvel ne vont quasiment jamais aussi loin que ça. J'adore Les Gardiens 3. Les deux autres étaient des films sur un groupe et sur l'amitié, et là, c'est un film sur comment des amis doivent se dire au revoir et comment le groupe se sépare. Et comme le deuxième film des Gardiens, celui-là est extrêmement mélancolique, et j'adore ça dans les films de James Gunn. Donc c'est un film époustouflant, c'est un grand film qu'on vient d'avoir là, et un des meilleurs films Marvel, surtout dans l'année des films Marvel qu'on vient de se taper. Donc voilà, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, il faut absolument découvrir ce film, c'est une pépite. Je vous recommande grandement d'aller le voir. Passons au film suivant. Numéro 4. 我哋用責罰用槍，我唔想唐遼變成犯人。我都好辛苦，我唔想死，我唔想死。 Limbo de Tsui Chiang. Alors Limbo, c'est l'histoire de deux flics, un jeune premier et un vieux briscard, qui vont tenter d'arrêter un tueur en série qui a pour proie des femmes et qui ne laisse d'elles que des mains coupées. Alors je parlais de Misanthrope au début de la vidéo, et c'est vrai qu'on n'a pas eu souvent de polar ces dernières années, mais là cette année, ça fait deux énormes films dans le genre du polar, et ça fait extrêmement plaisir. Et pour Limbo, il y a beaucoup de gens qui ont comparé ce film à Seven de David Fincher, et je suis bien sûr totalement d'accord. On a effectivement un duo de flics, un qui est expérimenté et âgé, et l'autre qui vient d'arriver et qui est un peu plus jeune, et les deux vont devoir faire équipe pour attraper un tueur en série. Et on retrouve aussi un peu de quelque chose de Blade Runner dans le film. Voilà, des personnages voulant faire régner l'ordre qui évoluent dans une ville sombre et violente. Alors bien sûr, c'est un rapprochement rapide que je fais, hein. Il y a bien évidemment d'autres similitudes, et je ne résume pas que Seven et Blade Runner à ça. Mais donc Limbo, pour moi, ça va un tout petit peu plus loin que Seven et Blade Runner dans ce qu'il raconte, et sur certains aspects de son histoire, parce que le réalisateur, donc Tsui Chiang, il veut mettre en avant le contexte social de la ville de Hong Kong, donc la pauvreté, la violence, les dealers, les mafieux, tout ça, ce qui en fait du coup quelque chose de pas inédit, mais quelque chose de particulier en tout cas. Et visuellement, le film bien sûr est incroyable, il a été converti au noir et blanc pendant la post-production, et là le film travaille le noir et blanc d'une manière que je n'ai jamais vue. Dans la texture de l'image et dans la nuance, il y a quelque chose que je ne saurais expliquer qui rend le film singulier, et bien évidemment le noir et blanc, il renforce le propos du film et ce qu'il veut nous faire ressentir. Parce que oui, dans le film,
ça pue la putréfaction, c'est poisseux, les personnages évoluent dans des déchets, ils passent leur temps à déambuler dans des sacs poubelles, à glisser sur des ordures. En fait, les décors, la ville, le cadre dans lequel sont les personnages, c'est le reflet de ce qu'ils sont eux. Et en fait, les personnages, comme les détritus, ils sont en marge de la civilisation. Ils sont rejetés, ils sont jetés à la poubelle de l'humanité. C'est des personnages brisés, violents, qui perdent peu à peu leur humanité, ou alors ils l'ont déjà perdu. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de couleur dans le film. C'est un monde barbare et violent qui sombre dans les abysses de l'âme humaine. Enfin, il y a une grande noirceur dans le film, aussi bien dans l'image que dans les thèmes, que dans les personnages. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le rapprochement avec Seven, parce que dans Seven, voilà, la ville, elle est poisseuse, il pleut tout le temps. Et là, cet aspect-là est exacerbé dans Limbo, et c'est vraiment très impressionnant à découvrir tout ce travail sur la ville poisseuse. Je résumerai ça comme ça. Et du coup, les héros du film, ils vont être constamment balancés entre le bien et le mal. Et pour parler vulgairement, les personnages, ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Particulièrement la fille qui accompagne les deux flics. Et même si elle s'en prend plein la gueule, elle est l'élément clé du film. Elle est dans la culpabilité pendant tout le film parce qu'elle a commis une faute et elle demande pardon tout au long du film. Et du coup, le film, il joue avec notre morale. Parce qu'on se dit, oui, le personnage, il a commis une faute qui est impardonnable. Je ne vais pas spoiler. Mais voilà, c'est une faute qu'on ne peut pas cautionner. Sauf qu'ensuite, il y a une charge monumentale de violence physique et psychologique qui lui tombe dessus pendant tout le film. Hein. Et finalement, on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour elle au final. Donc, le film va questionner notre jugement, notre morale vis-à-vis de ce personnage. Et bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est renforcé par la mise en scène magistrale du film, particulièrement pour la scène finale sous la pluie que je ne peux pas dévoiler. Mais voilà, cette scène et ce film en général, c'est une merveille. Quand on regarde ce film, il y a plus d'espoir en l'humanité en fait. On nous montre principalement le mauvais côté de l'humanité, mais sans faire des personnages manichéens, parce qu'en fait, ils sont sans cesse tiraillés entre bonnes et mauvaises actions. Et donc voilà, le film est magistral. Hein. C'est un grand film qui est passé un peu inaperçu. Hein. Il est sorti en juillet ou août, je crois, et il avait avant été récompensé dans de nombreux festivals, et je comprends pourquoi. C'est un immense film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder et à découvrir, et qui pour moi est très méconnu, et à défaut, parce qu'il mériterait d'être bien plus encensé que ce qu'il n'est à présent. Donc si vous êtes un petit peu curieux, que vous êtes un spectateur averti, eh bien n'hésitez pas à regarder Limbo. C'est un excellent film, 4e de mon top. Nous pouvons passer au film suivant. Et donc, mesdames et messieurs, il est temps de passer dans le top 3 des films de l'année, les 3 films que j'ai préférés en cette année 2023. Numéro 3. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? See who's doing it. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Alors Martin Scorsese, évidemment, c'est le réalisateur de Shutter Island, des Affranchis, du Loup de Wall Street, et j'en passe et des meilleurs, bien sûr. C'est un immense réalisateur. Par contre, j'étais resté un peu de marbre devant The Irishman, le précédent film de Scorsese, et peut-être que c'était en partie parce qu'il était sorti sur Netflix et qu'on n'a jamais pu le voir en salle, mais là on est face à un Scorsese qui revient avec Killers of the Flower Moon, où il a réussi à convaincre Apple de sortir le film au cinéma, et vraiment, la séance IMAX de ce film à laquelle j'ai assisté, je ne m'en suis toujours pas remis. C'était formidable. Et je remercie infiniment la plateforme Apple d'avoir permis à ce film de sortir en salle. Alors c'est pas vraiment la plateforme Apple en fait, je devrais plutôt remercier Martin Scorsese d'avoir permis à ce film de sortir en salle, parce que c'est lui qui a insisté en fait lors de la signature de son contrat. Donc c'était évidemment une expérience formidable à vivre. Donc Killers of the Flower Moon, c'est grandement inspiré d'une histoire vraie. Il est question dans ce film des Indiens d'Amérique. Quand les colons venus d'Europe se sont installés sur les terres qui deviendront celles des États-Unis, eh bien ils ont chassé les natifs américains qui étaient présents pour les installer sur d'autres terres. Sauf que manque de bol pour les blancs, la tribu des Osages dans l'Oklahoma, que l'on suit du coup dans le film, ils ont découvert d'énormes quantités de pétrole sur leur nouvelle terre, qui se sont empressés d'exploiter pour devenir aussi riches, voire plus riches que des blancs. Et le film nous raconte comment un homme avide, interprété par Robert De Niro, va utiliser son neveu, un petit peu simplet, interprété par Leonardo DiCaprio, pour s'amouracher d'une indienne, interprétée par
Lily Gladstone pour, je le cite, faire couler l'argent du pétrole dans la bonne direction. Bon là ça y est, vous l'aurez compris, on est au top 3. Je pense que je peux le dire maintenant, ce film est un chef-d'œuvre, comme les deux qui vont arriver après. Personnellement, je sens quand je regarde ce film que je suis entre les mains d'un réalisateur, d'un mec qui grâce à son expérience, grâce à tous les films qu'il a fait avant, et ben il a atteint une telle maîtrise sur quasiment tous les aspects du film que en fait, peu importe le sujet, peu importe les thèmes qu'il va aborder, l'histoire qu'il va proposer, eh bien je sortirai toujours satisfait de la séance. Et là, en entrant dans la salle pour Killers of the Flower Moon, bah, j'avais pas une énorme envie de découvrir cette histoire, et en plus une histoire de 3h30, eh bien j'ai quand même réussi, évidemment, à ressortir de la salle comblée, sinon bah je ne l'aurais pas mis en numéro 3. Mais c'est là l'occasion de soulever le point de l'accessibilité, parce que c'est pas un film qui va faire l'effort de venir vers toi, il dure très longtemps, et c'est pas un sujet populaire dont tout le monde parle à la machine à café, et pourtant quelle erreur ça serait de se décourager du visionnage, parce que le film m'a pris, il m'a emporté à tel point que c'est pas une blague, j'ai eu l'impression que le film ne durait que 2 heures quand je suis sorti, et 2 heures contre 3h30 en durée réelle, eh bien arriver à faire ça, c'est fort. Le rythme du film, du coup, est parfait. À aucun moment le film ne relâche quoi que ce soit dans sa narration, et ça c'est grâce au montage, qui est d'une précision chirurgicale, et on a eu le droit à de nombreux débats depuis la sortie du film, sur sa durée, donc de 3h30, et en fait moi je pense que la durée, bah, c'est pas du tout un problème pour tous les films, à partir du moment où il se passe quelque chose pendant tout le film, et là bah c'est totalement le cas, je comprends pas comment on peut s'ennuyer devant ce film. Il y a tellement de choses à te présenter, à t'expliquer et avec lesquelles jouer, qu'en fait bah, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, narrativement, avec des dialogues, avec des situations, et c'est du caviar, moi j'en aurais bien repris pour 2 heures encore. Et ce qui est vraiment époustouflant, c'est que le film c'est un récit glacial, implacable, mais dans le bon sens du terme. C'est un film de Martin Scorsese dans son ADN même, c'est un film long qui prend son temps, qui montre un rise and fall si on peut dire, l'ascension et la chute d'un ou plusieurs personnages, et il y a encore et toujours cette fascination pour des hommes qui font le mal. Donc là, après les gangsters mafieux, des affranchis et des infiltrés, on va suivre des voleurs capitalistes du Loup de Wall Street et de Killers of the Flower Moon. Et du coup, vu que c'est un réalisateur très expérimenté, Martin Scorsese, il va jouer avec énormément de registres dans le film. À la fin, on a un film de procès, si on peut dire, mais le film commence par une histoire romantique, pour muter en film de gangster, puis en film policier, un film d'enquête, et par-dessus tout ça, il y a une petite pincée de western qui vient saupoudrer le tout. Enfin voilà, c'est un mélange de multiples registres qui sont tous, évidemment, aussi bien maîtrisés les uns que les autres. Et en ce qui concerne les acteurs, on a Leonardo DiCaprio, dont la performance a divisé les gens, et moi je fais partie de ceux qui ont apprécié ce qu'il a fait, sans penser que c'est sa meilleure performance, On est loin de la meilleure performance de DiCaprio, mais moi j'ai beaucoup apprécié son jeu d'acteur, et ça m'a pas du tout dérangé, moi, son menton vers l'avant qui lui donne l'aspect d'un ignare, d'un simplet, et c'est ce qu'il est dans le film d'ailleurs, donc moi ça m'a pas trop dérangé. Il y a Lily Gladstone aussi qui est très impressionnante, et qui mérite très largement l'Oscar cette année, mais vraiment, le plus gros point fort du film, c'est Robert De Niro. C'est le tour de force, il est glacial, cynique, et bien loin de la mollesse de The Irishman. Il joue le patriarche de la communauté indienne, c'est le shérif du coin, c'est une sorte de chef non officiel du village, il est ami en façade avec tout le monde, mais on se rend vite compte que c'est un immonde être humain. Il va en fait devenir copain avec son ennemi, il apprend ses coutumes et sa langue pour mieux le poignarder dans le dos. C'est un personnage horrible dans ce qu'il est, et c'est pour moi un des plus grands antagonistes que j'ai vu ces dernières années au cinéma. C'est un personnage qu'on a un peu de mal à cerner par moment, on sait pas en fait s'il était persuadé qu'il faisait le bien, ou s'il était à 100% conscient de ce qu'il faisait. Et ce qui est magistral, c'est qu'on suit le film du côté des antagonistes, du côté des grands méchants de l'histoire. Et c'est d'autant plus poignant quand on voit ce qu'ils font subir aux Amérindiens et à tous les gens qui manipulent. Enfin voilà quoi, je vais m'arrêter là pour pas trop faire durer la vidéo, évidemment, mais tout est réussi dans Killers of the Flower Moon. C'est un immense Scorsese, comme beaucoup de ses films d'ailleurs, et je ne peux que vous encourager à le découvrir si ce n'est pas encore fait, et dans les meilleures conditions possibles s'il vous plaît. Voilà, c'est pas le genre de film qu'on regarde sur téléphone. Et du coup, Killers of the Flower Moon a failli être 2e du top. Pendant longtemps, il était mon 2e film préféré de l'année, mais le film dont on va parler maintenant m'a tout autant bouleversé, et c'est la transition toute trouvée pour parler du film suivant. Numéro 2. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Pearl de Ti West.
Alors Ti West, c'est le réalisateur de X, son film précédent qui est sorti en 2022 en France. Et X, c'était déjà un super film que j'avais beaucoup aimé, qui était dans mon top de 2022. Et donc là, Pearl, en fait, c'est un préquel, donc c'est un film qui se déroule avant les événements de X. Mais du coup, ce qui induit que vous pouvez largement regarder Pearl sans avoir vu le film précédent, parce que de toute façon, l'histoire se passe avant et il y a un petit lien, mais voilà, ce sont vraiment deux films indépendants. Donc vous pouvez largement regarder Pearl sans avoir vu X. Et donc Pearl, c'est l'histoire d'une jeune fermière qui s'appelle Pearl et qui vit en 1918 avec ses parents dans la ferme familiale. Et son père, à Pearl, il est infirme. Et sa mère, elle est très autoritaire. Et du coup, Pearl, elle est destinée à rester toute sa vie ici, dans la ferme. Sauf que le truc, c'est qu'elle en a pas envie. Pearl, ce qu'elle rêve, c'est de devenir une star, comme celle qu'elle voit dans les films. Et elle va tout faire pour y arriver. Tout faire pour y arriver. Vraiment tout. Pearl, elle est interprétée par Mia Goth. J'ai déjà parlé d'elle tout à l'heure pour Infinity Pool, mais bon, il va falloir poser la chose. Mia Goth est en passe de devenir mon actrice préférée. Je trouve sa performance extraordinaire dans ce film. Et pour tout ce que j'ai vu d'elle dans d'autres films, c'est une immense actrice qui mérite largement un Oscar pour sa performance, parce qu'en fait, elle a un registre d'émotion extrêmement large et elle réussit haut la main dans tous les registres qu'elle propose. Donc vraiment, moi, c'est une actrice que j'aime énormément. Et donc là, forcément, tout le film repose sur elle, donc je ne pouvais qu'apprécier sa performance. Et pour moi, vraiment, c'est un rôle qui mérite largement un Oscar de la meilleure actrice. Bon, bien évidemment, elle a été snobée, personne ne va la nommer aux Oscars, ce qui est vraiment dommage. Et donc là, Pearl, c'est aussi réalisé par Ti West, qui est clairement un mec qui envoie chier les convenances. Hein. Il veut heurter la morale du spectateur, un peu comme dans Limbo dont je parlais tout à l'heure. Et donc, avec un réalisateur comme celui-là, on a un film, Pearl, qui échappe à l'uniformisation des films d'aujourd'hui, et c'est extrêmement agréable, parce que il fait pas partie des films qui se ressemblent tous. Et la particularité, c'est que là où X rendait un hommage trompeur au film des années 70, là, dans Pearl, on reprend l'âge d'or du cinéma, avec en tête des références, bien sûr, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, même si le film se déroule en 1918. Et le film annonce tout de suite la couleur, si je puis dire, parce que le tout premier plan, il reprend celui de son prédécesseur, donc celui de X, sauf que là, les portes de la grange, elles s'ouvrent comme les rideaux d'une scène de théâtre, en rapport avec Pearl qui rêve de devenir une star et donc de fouler les planches de Broadway. Et donc là, le premier plan, les portes s'ouvrent comme les rideaux d'une scène de théâtre, et on se rend compte que le ratio a changé par rapport à X. Là, on est sur du cinémascope, typique de l'âge d'or d'Hollywood. Donc en fait, dès premiers plans, le film est clair sur ses références d'entrée de jeu. Et donc son personnage principal, Pearl, elle est aussi naïve qu'une Dorothée, pour rester dans la référence au Magicien d'Oz, mais par contre, contrairement à Dorothée, elle va vite devenir celle qui couche avec l'épouvantail en fait. Donc il convoque une vision idyllique de ce monde, mais en réalité, le film et le personnage tient plus du tueur de M. le Maudit, pour rester dans ces années-là. Et le rapprochement d'ailleurs ne s'arrête pas là, parce que dans le Magicien d'Oz, la fin nous dit que Dorothée a peut-être rêvé de son aventure au pays d'Oz, tout comme dans Pearl, où on peut supposer que le projectionniste du film, que Pearl rencontre et avec qui elle batifole, en réalité, elle l'aurait imaginé, c'est sous-entendu, parce que le gars n'a pas d'interaction avec qui que ce soit d'autre que Pearl dans le film. Donc voilà, le film est très à l'aise avec toutes ses références et en parfaite adéquation avec ce qu'il reprend. Et donc le principe du film, c'est que le personnage de Pearl va entamer une déliquescence psychologique, et on voit très bien qu'en fait elle a des pulsions meurtrières et qu'elle ne peut pas les empêcher, et elle a beau vivre dans le cadre idyllique de la campagne américaine, du Kansas du Magicien d'Oz, que ça ne l'empêchera pas de venir violer l'épouvantail dans cette scène où l'innocence qui était associée à elle s'évapore tout simplement, et c'est là qu'on découvre son côté dérangé. Après, elle a une mère qui est extrêmement rigide, mais ça va pas l'empêcher d'exercer ses perversions quand elle n'est pas là. Et donc avec tout ça, le film propose un message, un commentaire que j'ai évidemment beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, peu importe le type de société que nous avons, on pourra pas empêcher les pires côtés de l'humanité de surgir chez quelqu'un, chez un individu. Et c'est un commentaire qui est valable sur la société d'entre-deux-guerres du film Pearl, mais c'est aussi un commentaire qui est valable sur notre société à nous. Parce que le père de Pearl, par exemple, c'est pas le grand patriarche familial de son époque, le chef de famille de la société patriarcale, non, il est totalement invalide dans son fauteuil. Donc Pearl, en fait, elle a pas grandi dans un schéma familial traditionnel. Et pourtant, le sexe, la violence, l'horreur, ce sont tout autant d'éléments qui émanent de Pearl. Et là, le réalisateur, avec ça, il nous dit, regardez, vous aujourd'hui, là, vous croyez qu'on va atteindre la société parfaite, avec du puritanisme, de la diversité, du féminisme, de l'inclusion partout, la lutte contre le racisme, qui sont bien sûr des causes à défendre aujourd'hui, bien sûr. Mais le réalisateur, il nous dit, mais peu importe le type de société que vous voudrez, aussi idéaliste soit-elle, il rejaillira toujours les mêmes pourritures de l'âme humaine quelque part. Il y a toujours du sexe et de la violence. Et ça ne sert à rien de se le cacher aujourd'hui. C'est comme ça qu'est l'être humain. Il y a des êtres humains qui ressentiront des pulsions
pulsions qu'ils ne pourront pas empêcher. Et donc Ti West, il nous dit regardez le Magicien d'Oz, c'est génial, hein, c'est un cadre idyllique, Dorothée elle vit dans une société parfaite. Et Ti West, il dit non, dans la réalité, même une personne qui vivrait dans ce cadre-là, elle pourrait ressentir des pulsions sexuelles et se mettre à jouir sur l'épouvantail. Et rien que l'actrice Mia Goth, elle symbolise ça, elle est magnifique physiquement. Au premier regard, elle est mignonne, elle est souriante, mais en réalité, c'est une pourriture. D'ailleurs, il y a aussi un autre symbole de ça dans le film, c'est qu'à un moment, il y a la voisine de Pearl qui va venir lui offrir un plat, et donc c'est un cochon, c'est un porc qui est cuisiné, et Pearl, en fait, elle va poser le plat sur le porche de la maison, et le plat qui lui est présenté, il est en apparence appétissant, sauf que à l'avoir laissé sur le porche de la maison, le porc se putrifie, et des vers, et ils viennent le consumer. Et le film nous dit, c'est ça Pearl, c'est ça l'âme humaine, c'est quelque chose de beau en apparence, mais qui peut, des fois, se putrifier de l'intérieur, parce qu'il y a trop de pulsions qui émanent de ce corps. On le ressent beaucoup vers la fin du film, il y a un long monologue de 5 minutes, là aussi qui représente tout le pouvoir évocateur de l'actrice, qui est, je le redis, formidable. Et donc ce long monologue de 5 minutes, il est incroyable. Et Pearl, dedans, elle ressort tout ce qu'il y avait en elle, tout le déni dans lequel elle s'était réfugiée pour n'apparaître maintenant que comme elle est vraiment, c'est-à-dire une psychopathe. Et dans le même genre, le dernier plan du film aussi, il est flagrant. Ce sourire forcé à l'extrême où elle essaye tant bien que mal de rester cette femme au foyer idyllique en essayant de cacher ses pulsions au maximum. Mais bon, on sent bien avec ce plan séquence de plusieurs minutes que c'est foutu pour son âme, que c'est illusoire de penser qu'on peut contenir tout ça simplement avec l'apparence et du faux semblant. Donc voilà, c'est un film magnifique, extrêmement riche, qui est quand même placé à la 2e place du top. Et c'est vraiment dommage que le film soit sorti directement en Blu-ray à la fin du mois d'août dans l'indifférence générale, parce que c'est vraiment un immense film, c'est une œuvre magnifique que je vous recommande grandement, bien évidemment. C'était pour moi un immense coup de cœur, et j'ai longtemps hésité à mettre Pearl en numéro 1, et dès que j'ai découvert le film, il a été tout de suite très haut placé dans le top, sauf que il n'a jamais réussi à détrôner le numéro 1, parce que le numéro 1 est indétrônable et n'a jamais quitté mon esprit depuis que je l'ai vu. Il est venu le moment de vous présenter mon film préféré de l'année, numéro 1. I'm in so much trouble, Manny. We have to leave now. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world. Babylone de Damien Chazelle. Et voilà, Babylone, c'est mon film préféré de l'année. Dès que je l'ai vu, ça a été un coup de cœur immédiat. Et c'est pas étonnant parce qu'il est réalisé par Damien Chazelle, qui avait notamment réalisé Whiplash en 2014, La La Land en 2017, et même si j'aime beaucoup Whiplash, j'avais énormément aimé La La Land, qui était jusque-là pour moi le meilleur film de Damien Chazelle, et un grand film tout court. Sauf qu'évidemment, Babylone est le meilleur film de l'année pour moi, et du coup est devenu le meilleur film de Damien Chazelle, et je pense que je peux le dire. Après un an de recul sur le film, parce qu'il est sorti en tout début 2023, eh bien je pense pouvoir dire que Babylone, c'est un des meilleurs films de la décennie, carrément. Oui, je le dis, c'est non seulement mon film préféré de l'année, mais aussi un de mes films préférés tout court, évidemment. Il a atteint petit à petit, la sphère des films que je préfère regarder encore et encore. Et donc, qu'est-ce que c'est Babylone ? Eh bien, c'est une grande fresque qui nous montre la transition du cinéma muet au cinéma parlant. Donc, on va suivre l'euphorie et l'exaltation des années muets et l'arrivée des premiers films parlants, l'adaptation des acteurs aux nouvelles méthodes et surtout un commentaire sur une époque d'Hollywood pas si éloignée de celle d'aujourd'hui par bien des aspects d'ailleurs. C'est un film immense par bien des aspects, notamment la mise en scène du film qui est extraordinaire. Il y a une tonne de plans séquences au début, tous aussi improbables, incroyables les uns que les autres, et je pense à ce magnifique plan qui me revient tout de suite en tête là, où il y a Brad Pitt qui embrasse la comédienne devant le soleil en surplombant la plaine, avec un petit papillon qui passe devant la caméra. Ça c'est d'une beauté incroyable, déjà parce que le plan est magnifique en soi, artistiquement, visuellement parfait, mais aussi parce que on voit, on ressent même ce qui anime les personnages à ce moment-là, ce qui anime les personnes qui ont créé le plan, et on ressent en fait ce moment hors du temps où il se passe quelque chose de simplement beau. Et c'est ça que cherche tout cinéaste. Un cinéaste, ça cherche à capturer un moment de cinéma particulier, un moment d'évasion, un moment de beauté tout simplement. Et dans Babylone, ça se passe durant les années 20, et il y a une reconstitution historique
fabuleuse, que ce soit dans les décors, dans les costumes, dans tous les aspects de la conception du film. Et dans les années 20, la conception d'un film, c'était une forme de chaos, alors que quand est arrivé le parlant, il fallait d'un seul coup appliquer une méthodologie au cinéma, il fallait écrire des dialogues, se positionner correctement aux marques sur la scène. Donc forcément, les gens habitués au chaos ne peuvent pas s'habituer si facilement aux méthodes strictes et à l'ordre sur le plateau de tournage. Et le film montre très bien ça à travers différentes scènes. On a tous encore en tête la scène où Margot Robbie doit jouer sa première scène en cinéma parlant et où il y a un drame. Vous savez de quelle scène je parle si vous avez vu le film. Et cette scène, c'est du génie, hein. On voit tous les problèmes qu'engendre le cinéma parlant. Il y a une espèce de tension dans cette scène et on ne décroche pas un seul instant de l'écran. Et je parlais de Margot Robbie en parlant des acteurs, mais quel plaisir de revoir Tobey Maguire. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas compris la séquence, ou du moins l'intérêt de la séquence avec Tobey Maguire dans le film. Moi, j'ai interprété ça comme étant en fait une scène où on le suit dans un endroit malfamé, un peu bizarre. Mais en fait, tout le film Babylone, c'est une sorte, par moment, d'allégorie biblique avec Hollywood. On nous montre le paradis que peut être Hollywood, mais aussi l'enfer qui s'y cache, et c'est Tobey Maguire qui emmène les personnages en enfer. Donc pour moi, voilà, il faut voir cette scène comme étant l'allégorie filée du film, en fait. Et parmi les autres points qui font que Babylone a autant marqué les gens cette année, c'est aussi parce qu'il reprend beaucoup d'éléments du film Chantons sous la pluie, parce que Babylone et Chantons sous la pluie, ce sont deux films qui parlent de cette transition du cinéma muet au cinéma parlant, sauf qu'en fait, les deux films ne montrent pas du tout de la même façon la période qu'ils ont en commun. Dans Chantons sous la pluie, on est sur une vision assez candide et presque joyeuse de la transition. Les personnages sont heureux, ça chante, ça danse. Alors oui, c'est pas 100% du film qui est comme ça, mais globalement, voilà, ce sont des personnages qui sont plutôt positifs. Alors que dans Babylone, on voit que la transition, elle est rude. Les personnages y galèrent, ils ont du mal. Et le film est bien plus dur avec ces personnages que ne l'est Chantons sous la pluie. Et pour aller un peu plus loin dans ce qui m'a vraiment bouleversé dans le film, il y a cette scène entre le personnage de Brad Pitt et la critique de cinéma qui est majestueuse, hein. Et cette scène est profondément mélancolique. On a un Brad Pitt qui est en proie au doute, qui vient chercher en apparence l'affrontement, mais en réalité la vérité. Et on découvre en fait que cette scène et que le film parle de mémoire et qui pose la question de qu'est-ce qui reste de nous après notre mort. Et suite à cette scène où Brad Pitt parle à la critique, il y a une autre scène anodine en apparence et qui m'a vraiment bouleversé au plus profond de mon être. Alors c'est une scène mais vraiment anodine, qui ne fait pas partie des scènes qui reviennent en boucle lorsqu'on parle de ce film, mais moi elle m'est restée en tête et elle me restera en tête très longtemps. C'est quand le personnage de Brad Pitt, il vient de faire son premier film ou en tout cas un de ses premiers films parlant, et il va se rendre incognito dans un cinéma pour voir comment les spectateurs réagissent à son film. Et au moment où Brad Pitt se met à parler dans son film, les spectateurs de la salle s'esclavent de rire, ils se moquent de lui. Et pile à ce moment-là, il y a un plan sur le visage de Brad Pitt qui regarde la salle, et ce plan veut tout dire de lui. Et ce regard de Brad Pitt à ce moment-là, ça m'a profondément bouleversé. En un regard, on comprend tout. C'est celui d'un homme abattu, un homme impuissant qui voit son monde s'écrouler et qui ne peut rien y faire, si ce n'est l'accepter. Et ce regard vraiment me hante l'esprit. J'ai encore ce plan gravé dans ma mémoire un an après. Et c'est sans parler évidemment de la fin de son arc narratif au personnage de Brad Pitt, qui m'a plongé dans une tristesse profonde. Et je sais pas pourquoi ça me touche autant, mais peut-être un peu de psychanalyse à faire de mon côté. Mais en tout cas, ces scènes ont évoqué quelque chose que je n'avais pas ou peu ressenti devant un film. Et donc voilà, tout ce qui entoure ce personnage de Brad Pitt, moi ça m'a profondément bouleversé. Et peut-être aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec le fait que le film s'inscrit spirituellement dans la lignée de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et en fait, comme Tarantino, Damien Chazelle, il se tourne vers une époque révolue du cinéma pour nous la raconter, nous la faire vivre, mais aussi pour dire quelque chose sur le cinéma d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, la transition du cinéma muet au cinéma parlant, ça fait aussi écho à la transition du cinéma qu'on vit aujourd'hui, des films en salle aux films de streaming. Et Babylone, ça parle de ça aussi, ou plutôt des transitions du cinéma en général. Et c'est ce qu'il dit à la fin du film. Donc on pourrait dire que le film paraît très pessimiste sur l'avenir du cinéma, mais moi en fait je pense que le film est profondément optimiste. On le voit bien avec le personnage de Manny à la fin du film. D'ailleurs pour moi il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété la fin du film. J'ai vu beaucoup de gens dire ça, parce que à la fin du film on a le personnage donc de Manny qui est assis dans la salle de cinéma, et nous spectateurs au même moment on voit un enchaînement de films qui ont marqué le cinéma. On y voit notamment Terminator 2, Matrix, Jurassic Park, Avatar pour les plus récents, et j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils n'aimaient pas Babylone, ou ils n'aimaient pas cette fin du film, parce que Damien Chazelle dirait à travers cette scène que son film s'inscrit dans cette lignée de grands films, et donc qu'il aurait un ego surdimensionné et une grande prétention pour dire que son film va être un grand film comme ceux qu'il vient de citer. Et moi en fait je vois pas du tout la chose comme ça. Pour moi c'est pas du tout ça. Pour moi cette fin elle veut dire
l'inverse de tout ça. Elle veut dire que le cinéma, ce n'est que des révolutions. Et moi là, je vois un réalisateur qui veut nous rassurer et nous dire, à travers cette crise qu'il nous a montré de la période du muet au parlant, que les crises d'aujourd'hui du cinéma ne vont pas tuer le cinéma et que le cinéma va s'en sortir. Et à la fin, il dit, regardez, tous ces grands films dont je vous montre les extraits, ils sont tous issus de révolutions du cinéma et le cinéma s'en sortira toujours. Donc pour moi, c'est plutôt Damien Chazelle qui nous rassure et pas qui prétend que son film va rester dans l'histoire. Il est en train de nous dire justement qu'il y a des grands films dans l'histoire et il y en aura toujours malgré les crises que le cinéma traverse, dont celles que je vous ai montrées dans mon film Babylone et celles qui vont advenir et celles qui sont en cours. Donc Damien Chazelle, il prend un moment de doute du cinéma sur lui-même pour nous montrer qu'on vit une période similaire et qu'il y en aura d'autres et que c'est normal et qu'on aura toujours des bons films qui émergeront et vive le cinéma. C'est un message profondément optimiste. Et le sourire du personnage principal, donc de Manny, à la fin de la séquence, ça en dit long pour moi. Parce que c'est ce qu'il se dit dans sa tête, que l'époque elle change, mais que le cinéma perdure. Et moi, j'ai retrouvé espoir avec ce film. Dans cette période de règne du streaming, des plateformes, de l'omnipotence de Disney, des licences essoufflées et de la perte de créativité, eh bien Babylone m'a redonné espoir. Et j'en avais besoin. C'est aussi pour ça qu'on regarde des films, pour être bouleversé, pour voir un message qui nous anime. Et comme je le disais en parlant de Babylone au début, c'est pas seulement le meilleur film de l'année pour moi. Je pense que c'est un des meilleurs films de la décennie. Et j'aurais encore des tonnes de choses à dire sur ce film. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être beaucoup trop longue. Donc bien évidemment, Babylone, je vous conseille infiniment de le voir. C'est un immense film, hein, comme je l'ai dit, pas seulement le meilleur film de l'année, mais un grand film, un immense film tout court. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce top ne vous a pas trop froissé. Vous vous dites peut-être, mais comment ça, où il est Oppenheimer, où il est Spider-Man Across the Spider-Verse? Eh bien, pour le savoir, il faudra regarder les autres vidéos qui sont à venir sur cette chaîne. Juste après cette vidéo, vous pourrez voir le top film de Loïc. Donc à son tour, Loïc va vous présenter les films qu'il a préférés cette année. Et après celle-ci, nous nous réunirons avec Loïc pour vous parler des flops de l'année 2023. Vidéo qui, je vous l'annonce, ne va pas mettre tout le monde d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos et vous pouvez mettre votre top en commentaire également. Je lis tous les commentaires, donc je me ferai une joie de vous répondre et bien sûr je vous remercie de votre fidélité. Merci à tous de nous suivre assidûment, même si nous ne sommes qu'une petite communauté. Nous avons des spectateurs réguliers et j'en suis extrêmement fier. Alors abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez, si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!